BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus ce soir sur la tech française, les startups, les entrepreneurs, sous l'ère Trump. Comment faut-il agir, réagir? On en parle avec nos invités ce soir. Yannick Ponce, pionnier de la tech, un fondateur de W3, il y a dans Vival Street dédié aux petites annonces. Il y a partager.com sur la colocation qui a été fondée il y a quoi, plus de 20 ans peut-être maintenant. 98, il y a moins de 20 ans. Donc bonsoir Yannick, merci d'être là. Merci. Vous êtes où vous, à Paris, aux États-Unis, un peu partout? Je suis entre New York et Londres. Entre New York et Londres, donc pas vraiment à Paris en fait. En fait, on a démarré l'entreprise à New York en 98 et le marché américain est un peu difficile, c'est un peu bizarre. On parlait avec Samir avant et on a un parcours un petit peu différent et on a migré en fait des États-Unis vers l'Europe. Donc vous partagez votre temps entre New York et Londres. Voilà. Mais l'essentiel, on a beaucoup on a 120 personnes à Londres et encore 20 personnes à... Merci d'être là donc Yannick. Avec nous aussi Samir Adamine, fondateur de Follow Analytics. Samir, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois de cela, donc en 2016, startup basée effectivement à San Francisco. Vous, dans le marketing mobile, vous avez levé déjà 17 millions de dollars. Premier investisseur, c'était Marc Benioff, c'est toujours Marc Benioff, donc le patron fondateur de Salesforce. Merci d'être là Samir et bienvenue sur BFM Business. Le troisième et dernier invité ce soir, c'est Ron Lindsay. Dans l'intelligence artificielle, vous avez fondé Snips. Alors vous êtes où, vous, toujours à Paris, Rand ou un peu donc nous on a été créé à Paris, on a un bureau à New York maintenant. Bon, et donc vous-même, c'est New York ou c'est Paris? Moi je fais moitié-moitié. Moite-moite. Je préfère Paris. Ceux qui vous écoutent à la radio, ils ratent un magnifique chapeau. Voilà, fallait nous suivre à la télé. Mais ils peuvent encore, ils ont encore une demi-heure pour se brancher. Mon style de cette année. Voilà, c'est le style chapeau 2017. C'est pour vous couvrir là, il y a du gros temps qui se prépare. Ah non, c'est bien, c'est stylé. Ron Lindsay, alors Trump, comment vous mettez dans quel camp là? Il y a Xavier Niel il y a 8 jours, je crois, pile, qui dit donc à une conférence sur un asset manager parisien, donc Sycomore, qui dit pour les startups françaises, l'élection de Trump, ça peut se révéler comme une chance. Donc ça va augmenter l'attractivité des startups européennes et françaises si on se compare aux Américains. Absolument. Alors pour donner une petite stat un peu simple, on avait prévu de relocaliser une partie de notre équipe aux États-Unis pour s'attaquer au marché américain et on a tout simplement arrêté de faire ça. C'est-à-dire que l'élection de Trump, le Muslim ban, toutes ces choses-là nous a tellement dégoûtés de vivre aux États-Unis à plein temps et de faire bouger l'équipe là-bas qu'on a essayé de se focaliser sur l'Europe à la place. Ah oui, quand même. Donc il y a une décision pour vous business depuis quelques semaines. Ça a complètement changé notre stratégie d'expansion sur les 12 prochains mois. Ouais. Et vos confrères, néanmoins amis, concurrents, tout ça, vous voyez des mouvements similaires? On a vu pas mal de gens s'intéresser à venir rejoindre des startups européennes et partir des États-Unis. Donc il y a un mouvement qui commence maintenant qu'on s'aperçoit que finalement Trump fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire, que c'était pas juste du campaign talk. Les gens commencent vraiment à se poser la question de rester aux États-Unis. Trump, Yannick Ponce, comment vous le recevez vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il va faire vraiment tout ce qu'il avait promis? Est-ce qu'il pourra aussi face au contre-pouvoir, ces fameux check and balances qu'on connaît aux US? Je crois que ça va poser un petit problème parce que vous êtes aux États-Unis dans une situation de plein emploi. Et on a besoin... Vous savez que ceux qui contestent la mondialisation et tout ça, et même la croissance américaine, regardez la Fed depuis 2-3 ans, elle dit qu'elle n'est pas très à l'aise avec ce taux d'emploi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis, que de toute façon il n'y a pas de chômage et tout ça, donc ils s'inscrivent même pas, ils sont complètement dégoûtés par le système. Dans les métiers du tech, si vous voulez, on est archi plein emploi. Et en fait, on a un énorme problème. Moi, je ne sais pas comment vous le vivez vous. Mais quand vous cherchez des collaborateurs aux États-Unis, c'est très compliqué et c'est surtout très très cher. Et je pense que s'il prend les mesures qu'il dit qu'il va prendre, ça va être très très compliqué. Ça va être encore plus compliqué. Ça va être compliqué parce que vous n'allez pas avoir les gens. Donc à un moment donné, si vous voulez recruter quelqu'un, vous allez être obligé de les recruter ailleurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un petit calcul aujourd'hui du coût d'un lead développeur. C'est pas très loin. D'un lead développeur à New York, à Londres et en France. Et aujourd'hui, pour nous, ça coûte 125 000 euros, donc j'ai mis en euros, charge comprise, 90 000 euros au UK, donc 125 000 euros à New York, 90 000 euros au UK, 75 000 en France. Il fait quoi le lead développeur? C'est le chef? Un lead développeur, pardon, c'est un programmeur qui a entre 4 et 6 ans d'expérience. D'accord. Bon, Samir, pour finir sur ce tour de table, cette première question, vous aussi, vous êtes plutôt inquiet, plutôt dans l'expectative, sachant qu'il y a ce taux de chômage, comme disent souvent certains, qui sont sur place comme vous, négatif dans la Silicon Valley. Il y a plus d'offres d'emploi que de types qui cherchent un boulot.
Donc, ce qu'il faut comprendre, enfin moi je vois pas de, je suis installé depuis 2 ans à San Francisco, je vois pas vraiment de changement aujourd'hui, des inquiétudes. Il y a un côté qui est très intéressant pour un Français qui est immigré là-bas, c'est de voir un peu le dynamisme de leur démocratie. Finalement, il y a des réactions, c'est assez riche, c'est assez surprenant. Là, il y a eu 97, une centaine de sociétés qui ont signé un document. Donc Elon Musk, qui est lui-même un immigré, est dans le conseil sud-africain, voilà, et dans le conseil de Donald Trump, et y est resté d'ailleurs. Contrairement au patron d'Uber qui a fait un aller-retour. Qui a quand même perdu 200 000, patron d'Uber qui a perdu 200 000 abonnés pour une affaire à New York qui n'était pas très claire sur ces manifestations qu'il y avait eu à l'aéroport. Lyft, lui en a gagné, je pense, quelques centaines de milliers parce qu'il a eu une approche différente. Il a donné $1 million à cette organisation qui défend les droits civiques aux États-Unis. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant pour un Français, qui est de voir finalement le dynamisme de leur démocratie. Il y a des espèces de contre-pouvoirs, voilà. Les salaires, évidemment. Moi, j'ai pas de développeur dans la Silicon Valley. J'ai 30 personnes à Paris. Et une dizaine de personnes aux États-Unis entre New York et San Francisco. Mais qui font quoi aux États-Unis alors? Moi, c'est vente et marketing. D'accord. Voilà, et business development. Et puis tout le développement est à Paris. On a évidemment, je suis français, donc il était pour moi plus simple d'avoir cette équipe. Ma société est américaine. Hein, mes investisseurs américains. Finalement, j'ai des Américains qui investissent et qui financent de l'emploi en France. C'est un peu ce qui se passe chez moi. Et aujourd'hui, j'ai des experts ici qui sont beaucoup plus accessibles, plus loyaux, etc. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de GAFA en France, pas encore malheureusement, mais non. En même temps, c'est une chance pour nous qui embauchons en fait des ingénieurs, des développeurs qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont loyaux. On a des vrais contrats de travail ici, alors qu'aux États-Unis, c'est autre chose. On n'est pas loyal dans la Silicon Valley? Disons qu'en fait, vous pouvez vous séparer de quelqu'un en 1 heure, mais elle peut aussi s'en aller dans l'heure sans vous donner d'explication. Et quelqu'un qui travaille sur un projet un peu stratégique, ça peut poser un gros problème. Donc, et puis, alors, ce qu'il faut aussi comprendre aux États-Unis, c'est qu'il y a là où moi je suis installé, qui est un peu un îlot, la Silicon Valley. Il y a la côte Est, et puis il y a ce qui est entre les deux, qui a beaucoup voté Trump, qui est une réalité. C'est-à-dire que évidemment l'emploi est négatif, le chômage est négatif sur la côte Est et peut-être la côte Ouest, mais entre les deux il y a un truc qui se passe. Donc il y a quand même. Et vous sentez que cette Silicon Valley, elle essaie quand même de comprendre, là, au-delà du Trump bashing, elle essaie de se dire qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je pense que certaines personnes, il est encore très populaire et ils veulent entendre parler du mur, d'immigration, de taxes, de je sais pas quoi, de relocalisation, que ça leur parle, que ça les intéresse. Je pense que les Américains sont pragmatiques, c'est-à-dire que empêcher les hommes de voyager, c'est leur décision, ils peuvent, mais on n'empêchera pas l'argent et le business voilà, ils sont très pragmatiques à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ne feront rien, à mon avis, ça c'est mon opinion, qui menacerait de l'emploi. L'approche est plutôt America First, donc en fait, mais si vous regardez dans les sociétés de tech de la Silicon Valley, l'immigration qui vient d'Inde est assez incroyable. De France aussi, on est plus de 60 000 Français en fait dans la baie aujourd'hui, et on voit pas demain. En fait, on conçoit pas demain qu'il puisse y avoir des interdictions en fait pour ces populations-là, qui sont des experts, qui enrichissent ces sociétés, qui finalement enrichissent la société américaine. Bon. Et pourtant, quand même, quand vous regardez les déclarations de Trump ou de son administration, c'est pas. On verra ce qui va en ressortir. Puis il y a ces blocages judiciaires et tout ça, mais sur le fameux visa H1B. Qui était en plus de la loterie de la Green Card, ça peut être, c'est déjà gelé. Il y avait Obama là juste avant de partir, il a laissé un petit cadeau à vous-même, à vos confrères start-upers, entrepreneurs, une sorte de start-up visa, un peu comme notre pass French Tech. Ça pareil, c'est gelé et on ne sait pas ce qui va en rester dans quelques semaines. Donc mine de rien, il attaque sérieusement. Mais surtout que les visas c'était déjà hyper compliqué à la base. C'était pas facile effectivement. Nous, les gens qu'on souhaitait relocaliser, c'était sur un visa L1, qui sont en fait pour ceux qui ont passé au moins 1 an dans notre entreprise en France pour bouger dans la filiale américaine. Mais il faut avoir passé déjà 1 an dans l'entreprise en France, c'est un petit peu compliqué. Et même ça, on n'est pas sûr s'ils vont le conserver. Et donc il reste peut-être des visas type O1 qui sont pour ceux qui ont des doctorats et ainsi de suite. Mais c'est des dizaines et des dizaines de pages pour le faire. Ça coûte énormément d'argent en avocat.
Enfin, voilà, nous, ça nous a dissuadés. Ouais, on se plaint souvent de l'administration en France, de la paperasserie, mais les Américains... Non, mais c'est complètement on n'a rien à leurs On a recruté les étrangers en France, et comparativement avec ce qu'on doit faire pour emmener un étranger aux États-Unis, même un Canadien, c'est le jour et la nuit. J'ai jamais vu ça. Et on est en train de parler des 5, 6, 7 000 $ pour faire un visa pour une personne. Alors, ne serait-ce que le questionnaire là, du visa, vous avez dû le faire tous une fois dans votre vie, c'est très compliqué. Il y a des dizaines de questions, il faut au moins 3-4 heures devant soi. Même pour payer, c'est compliqué parce que nos cartes européennes ne sont pas reconnues, c'est rejeté, enfin, c'est un peu l'âge de pierre. Donc Niel, quand il dit, vous êtes d'accord aussi avec ça, vous Yannick, Niel, il y a 8 jours chez Sycomore, cette conférence qui dit c'est une chance, il faut saisir, il faut arrêter de pleurer avec Trump, alors, peut-être qu'il prêche un peu pour sa paroisse aussi, parce que lui, il nous ouvre dans 1 mois et demi, là, le plus gros incubateur au monde, hein, la Alfrécinet, enfin, Station F, qui a été renommée comme ça, Station F, en plein Paris, 1000 startups. Assez rapidement, il y aura 1000 startups, c'est juste du jamais vu. Yannick. Oui, alors il envoie un message aussi en dehors de un message. Maintenant, en fait, le challenge qu'il y a pour la France, parce que moi je suis pas en France en fait. Non, New York et Londres. Bureau, je suis new-yorkais et londonien. Le challenge qui se pose, à la France, c'est en fait d'être concurrentiel par rapport aux autres pays européens. Et là, moi, je ne suis ouais. pas tout à fait certain que la France soit concurrentielle. C'est triste, c'est dommage. Mais pour le moment, la France, pour moi, n'est pas tout à fait concurrentielle. Alors, si on tient compte des aides qui sont données, peut-être, mais si on est hors aide, la France aujourd'hui n'est pas tout à fait concurrentielle. Pourquoi? Parce que les contrats de travail sont pas très souples ici, et il y a beaucoup plus de fluidité. Par exemple, à Londres qu'à Paris. Je vais vous prendre un exemple. Quand nous sommes passés de New York à l'Europe, a priori, on avait à choisir entre Paris et Londres. Et j'avais même trouvé des bureaux à Paris. Mais quand il s'est agi de recruter des Anglais à Paris, on n'en a pas trouvé. Par contre, des Français à Londres, il y en avait beaucoup. Donc le gros challenge de la France va être d'être concurrentiel par rapport aux autres pays européens. Mais on sera jamais aussi attractif que Londres, ça c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce que je sais pas, c'est culturel, c'est une île et qu'ils ont bâti ça. Alors surtout là, en mode Brexit, ils vont pas se tirer Non, en réalité, Londres, un impôt sur les sociétés à 50%. Et au contraire, encore le baisser. On le sait, ils l'ont annoncé. Oublions l'impôt sur les sociétés. Mais si vous voulez, Londres, en définitive, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un truc assez astucieux, mais c'est très anglo-saxon, donc c'est très pratique. Ils ont mixé le CDD et le CDI, ce qui fait que il n'y a pas 36 contrats, il y a un contrat. Les 2 premières années, vous êtes en CDD et après c'est en CDI. Très globalement. On a ce débat là en France, mais c'est sûr que le débat est pas encore très. Les charges sociales sont moins élevées. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments, mais qui peuvent être changés assez facilement. Mais vous l'avez dit, si on enlève les aides, les subventions. Or en France, on a coutume de dire, et là ça nous rebouclera aussi sur Xavier Niel, que on est quand même un paradis pour start-upers, pour entrepreneurs. On en parle juste après ça, messieurs. On est ensemble encore pendant un quart d'heure jusqu'à 21h30. Vos questions, vos commentaires pour nos invités, dont la plupart passent une bonne partie de leur temps aux États-Unis ou en terre anglo-saxonne. La tech française sous l'ère Trump, on en parle donc ce soir dans notre focus. Vous commentez sur TechCo, TECHCO. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poileau. La tech française sous l'ère Trump, on en parle avec nos invités ce soir, Samir Adamine, Ron Indy et Yannick Ponce, avec cette Amérique, le retour de l'Amérique décomplexée, America First. Est-ce que c'est une période intéressante pour vous, Samir, vous qui vivez à San Francisco, là vous êtes basé à San Francisco avec votre start-up depuis 2 ans maintenant? Alors, nous, on est dans un monde, on va dire, prendre une image, on est un peu des athlètes et on fait les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que, voilà, donc le pays hôte, aujourd'hui, c'est la Silicon Valley. On est une start-up qui a une croissance de 2 à 300% par an. Donc, finalement, ça peut être à San Francisco, à Berlin, à Paris. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est qu'il y a des compétences. Il faut être là-bas parce que, pour nous, être dans la Silicon Valley, c'est être proche de notre écosystème. Nous rappelez comme ça en 10 mots ce que fait Follow Analytics dans le marketing mobile. Donc, Mobile Analytics, c'est CRM pour applications mobiles.
pour banques, assureurs, retailers, etc. Donc grandes entreprises Fortune 2000 qui aujourd'hui en fait ont une bonne partie de leur relation client qui est gérée à partir des applications mobiles. Donc on va accompagner des acteurs qui sont partout dans le monde. C'est les Fortune 2000, donc il y a le CAC 40 en France, il y a une centaine de grandes sociétés en France qu'on essaie de convaincre, d'attraper. On en a déjà une quarantaine aujourd'hui. Et puis on fait la même chose aux États-Unis, on va faire la même chose en Chine, on va faire la même chose ailleurs. Et on a des investisseurs uniquement américains. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, et puis finalement, tous ces investisseurs sont d'une certaine manière font que notre société, enfin la société française est une filiale d'une société américaine aujourd'hui. Mais pour revenir sur l'histoire des visas, moi il m'est arrivé un truc avant l'ère Trump, assez marrant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près post-Syria, lorsque j'avais levé j'ai levé au total 17 millions de dollars, mais la deuxième tour était d'à peu près 13 millions et demi. Il m'est arrivé un problème, mon visa avait été refusé, le renouvellement a été refusé pour une raison qui était plus liée à l'incompétence de l'avocat qui avait monté le dossier, qui a des raisons, voilà. Et j'ai vu de manière assez impressionnante mes investisseurs, etc., se mobiliser, parce qu'il n'y avait pas que je m'en aille, se mobiliser, appeler Washington, enfin bref, faire des choses. Le problème a été réglé en 15 jours. Donc je pense qu'il y a vraiment ce pragmatisme américain qui fait que, je veux dire, je pense que c'est pas un pays qui recule au niveau business, au contraire, et surtout dans la Silicon Valley. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut se passer là, sous l'ère Trump pour l'Europe? En quoi ça peut être une chance pour nous au niveau qu'il y a talent et les investissements, parce que post-Brexit, on a vu plutôt Google, Facebook et autres continuer, accélérer là en disant tiens, on va créer X milliers d'emplois, on va agrandir notre siège européen du côté de Londres ou dans la banlieue de Londres. Ouais. Paris, on n'a pas vu grand-chose. Pas encore, mais je pense que ça va venir. On a des compétences en fait assez incroyables. On a aujourd'hui en fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des talents et qui sont ici, qui sont plutôt internationalisés, qui parlent anglais, qui voyagent, etc. Et moi j'en recrute régulièrement en France, qui peuvent créer la différence. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte peut-être fiscal qui doit être vu, transformé et peut-être aménagé. Le Brexit doit pas aider à court terme, certainement, d'évaluer leur monnaie, baisser les taxes des entreprises. Enfin bref, il y a une négociation en ce moment entre les Anglais et l'Union européenne. Mais je pense vraiment que à long terme, on peut en bénéficier. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces GAFA, toutes ces entreprises ont des milliards de dollars aujourd'hui en Europe, dans les banques européennes. Il y a peut-être une opportunité aussi à faire que une partie de cet argent soit investi dans l'écosystème de start-up local. Parce que c'est ça qui fait la richesse de la Silicon Valley, c'est que sauf si Trump fait un cadeau et le taxe n'a que 5 ou 10%. Donc faut aller vite. Oui, mais si vous voulez, il y a pour parler de mon exemple personnel, je parlais un petit peu tout à l'heure des difficultés des gens qui veulent s'installer peut-être plutôt à Londres ou dans d'autres pays. Il va falloir être concurrentiel, mais quand même, pour autant, en France, il y a énormément de créativité. Et à l'intérieur du groupe, on a créé un fonds d'investissement. Pour l'instant, on a fait un investissement dans une jeune entreprise qui s'appelle Pop My Day, qui a fait la BFM Academy il y a 2-3 ans. Exactement. Et nous sommes très très présents dans cette start-up. C'est une jeune pousse. Et on va faire un deuxième investissement. Et ben vous savez où il est encore en France. Donc en définitive, il y a des difficultés ici, mais il y a un nombre de gens incroyables qui veulent vraiment faire quelque chose. Donc c'est attirant pour un investisseur. Moi je suis étranger, je suis complètement en dehors de France. Et pour un entrepreneur autofinancé là pendant 20-25 ans, aujourd'hui vous financez quand même des projets. Oui, avec les valeurs avec lesquelles on a pu se développer effectivement. Nous on n'a pas levé du tout d'argent et on s'est développé. On est 350 personnes maintenant et on s'est développé tout seul, en fait en autofinancement. Mais c'est un plaisir d'aider des jeunes pousses françaises et on voit des projets, des ambitions qui sont assez incroyables. Et ici. Lindy, est-ce que c'est un paradis pour les startups la France, comme dit régulièrement Xavier Niel, parce que Crédit Impôt Recherche, parce que BPI qui aide dans les tours de financement. Alors, attention, après toutes les subventions, elles ne sont pas données à tout le monde. Nous, on a eu de la chance dans le sens qu'on fait de la recherche en intelligence artificielle, donc on tombe un petit peu dans dans ce qui finalement est subventionnable. Et dans notre cas à nous, on a eu plus d'argent de l'État qu'on a eu de nos investisseurs.
Ah oui. Ouais. Donc on a plus que doublé en fait l'investissement. Et comparativement aux États-Unis, si on devait monter une société taille équivalente avec des profils équivalents, on a mesuré que ça nous aurait coûté 3 fois plus cher. Donc bien sûr, il aurait fallu lever beaucoup plus de fonds parce que vous n'auriez pas eu les subventions de l'État. 3 fois plus. Ouais. Après, faut pas se mentir, c'est que il y a une raison aussi pourquoi c'est moins cher. C'est que les salaires coûtent moins cher, mais du coup les valorisations sont plus basses. Du coup, les exits sont aussi beaucoup plus bas. Les sorties, les rachats, les rachats sont beaucoup plus bas aussi. Donc c'est un paradis, mais je pense que c'est pas encore un paradis pour des acquisitions comme on aurait dans la Silicon Valley. Et peut-être que les entreprises françaises devraient arrêter de se poser la question des acquisitions comme aux États-Unis, qui devraient au final essayer de devenir les futurs acquéreurs des startups, quoi. Mais oui, parce que chez nous, il y a quoi? Il y a Blablacar, il y a eu Criteo qui est coté aujourd'hui, mais il n'y a pas de licorne. Il y a très peu de licornes. Même en Angleterre. Mais il y a très peu de licornes. En France, il y a beaucoup de licornes où il y a des Français à l'étranger. Donc c'est pas la capacité de créer Facebook est bourré de Français jusqu'au haut de la pyramide. Ouais. Et après, bon, je suis très optimiste pour la France et ainsi de suite. Donc après, j'ai peut-être un avis qui est un petit peu biaisé là-dessus. Mais non, mais allez-y. Vous excusez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est en train de nous différencier sur le long terme en Europe en général, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des valeurs éthiques. C'est-à-dire que c'est pas que du business au final. Et très souvent, quand on demande à des entrepreneurs qui ont vraiment très bien réussi ici pourquoi ils sont restés en France, c'est pas très rationnel d'un point de vue business. Parce que finalement, si on voulait vraiment juste maximiser ses chances, on part aux États-Unis, on se pose pas la question. Mais il y a un certain patriotisme de vouloir garder quelque chose ici qui est en train d'être très bénéfique pour l'écosystème. On le voit avec Sigfox, on le voit avec toutes ces entreprises-là. Elles auraient pu aller aux États-Unis, mais elles l'ont pas fait. Et plus on aura d'exemples comme ça, plus on va garder le talent ici, plus on va attirer les investissements, et plus en fait on va créer un écosystème qui à long terme deviendra différent de la Silicon Valley. On n'essaie pas de faire la même chose, non, mais en tout cas très important. Mais quand est-ce qu'on peut imaginer toucher les fruits de ce travail, Yannick, Samir? Ou est-ce qu'on se dit non, on ne sera pas forcément dans la course, on ne sera pas en tête, on n'aura pas de GAFA, effectivement, on ne sera pas dans les géants de la tech, ou si au contraire, il faut... Elles sont différentes. Ron, tu penses que... On aura des GAFA, mais bien sûr. Il faut, et je pense que là, il y a une opportunité pour l'Europe, justement, un petit peu de saisir l'opportunité de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, pour être un petit peu plus orienté vers son marché intérieur et permettre à des GAFA d'émerger. C'est maintenant que jamais que ça va se passer. Ça sera pas dans 5 ans, ça sera pas il y a 5 ans, c'est vraiment maintenant qu'on a l'opportunité. Le marché français, c'est petit quand même, Yannick. C'est presque dommage de parler du marché français. Oui. Parlons du marché européen. Ah oui. Parce que si vous restez concentré sur la France, c'est le gros problème. Sauf que le marché européen, c'est au mieux une monnaie, mais sinon c'est 15 langues, 15 ou 20 réglementations. Ça marche très bien maintenant. Hein. Mais oui, mais si vous visez un marché, il faut essayer de viser grand pour obtenir quelque chose qui sera peut-être. Il ne faut pas rester uniquement concentré sur le marché français. C'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bonnes en France, mais qui sont restées concentrées sur le marché. Et c'est très difficile pour eux. Et on les reçoit tous les soirs, mais elles visent, elles aiment bien. Elles nous disent, dans un an, moi je pars à Londres, je pars à Barcelone et tout ça. Mais bon, quand vous avez levé 400 000 euros, vous pouvez pas vous démultiplier. Hein, vous n'allez pas attaquer 10 marchés en même temps. C'est juste pas possible, quoi. Non, enfin, vous avez de plus en plus d'entreprises qui lèvent plus que 400 000 euros quand même. Hein, oui, il y a le haut du panier, mais c'est 1 million, 2 millions, 5 millions, 30 millions. Mais combien de startups lèvent 20, 30 millions aujourd'hui en France? Vous allez quoi, 15 ou 20 dans l'année? Pas avec des fonds français. Et de moins en moins rendent à raison avec des fonds français. Samir. Moi, au contraire, je vois pas mal, l'opportunité pour les créatifs français, parce que il y a un truc qui avait surpris mes premiers investisseurs américains, c'était que j'avais démarré ma société et 6 mois après, j'avais déjà des clients. Et ils comprenaient pas. Ils disaient, mais attendez, vous générez déjà un revenu alors que votre produit est pas... Et en fait, en France, on a cette approche on crée une société, on va pas forcément avoir des investisseurs dès le départ, on essaie de la rentabiliser dès le début parce que on n'a jamais trop eu à part évidemment les aides publiques qui sont démultipliées ces dernières années, qui sont pas forcément qui sont une très bonne chose, qui permettent d'incuber beaucoup de sociétés, mais qui à un moment doivent laisser, ou doivent, en tout cas encourager la société à se développer. Aux États-Unis, il y a 0 aide, et pourtant ils créent des GAFA tous les mois, tous les ans, ils créent des GAFA, il y a des unicorns, etc. Enfin, faut quand même imaginer que créer des GAFA en Europe, moi j'aimerais beaucoup en voir en fait demain, parce que ça permettrait effectivement de faire toute cette démarche d'investissement, de rachat de petites sociétés, etc. et d'enrichir cet écosystème. Mais il y a 0 aide. Apple, ça a des dizaines d'années. Tesla, SpaceX, c'est quand même des fonds, des aides indirectes de la NASA, donc voilà. Publiques.
Bon, la richesse voilà, d'Apple, c'est pas- c'est le Portugal plus l'Espagne plus Ah oui, l'Italie. oui, 240 milliards, la trésorerie, c'est dingue. C'est voilà donc c'est Sur Twitter, messieurs, notre présidentiel peut envoyer un signal positif ou non pour récupérer les talents étrangers, nous demande Adrien. Yannick, pense vous qui êtes entre Londres et New York. Est-ce que notre présidentiel, ça peut jouer ou pas gagner? En fait, j'ai l'impression qu'en France, on est en train de répéter ce qui s'est passé aux États-Unis, à savoir ce que Trump est en train de faire, c'est de mettre l'imprédictibilité. Le fait, on peut pas prévoir ce qui va se passer. On ne comprend même pas ce que ce type va faire. Et quand je regarde les présidentielles en France, venant de l'étranger, je suis un petit peu perdu parce qu'on voit pas du tout où ça. Nous non plus, on ne sait pas comment ça va se finir. Rassurez-vous. Donc, je ne vois pas en quoi les présidentielles, pour l'instant, peuvent aider quoi que ce soit. Merci à tous les trois, messieurs. Yannick Ponce, Rolindi, Samir Adamine a été nos invités ce soir. Donc, W3, respectivement, Snips et Follow Analytics. N'hésitez pas à nous joindre, effectivement. On est ensemble jusqu'à 22h. TechCo, l'hashtag TECHCO. Sur la page Facebook aussi, TechCo BFM. Vous êtes plus d'un millier désormais à nous suivre donc pour les replays, les petites indiscrétions. Donc, sur la page Facebook TechCo BFM.